Bonjour. Sujet du jour, la vie de digital nomade. Ça fait à nous deux, on a fait ça maintenant pendant déjà presque quoi, 6 mois, une année de voyager. Ouais, j'arrive bientôt, dans quelques mois, ça fera un an. Ouais. Il y a du bon, il y a du mauvais. On a eu nos expériences et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez curieux. On entend parler à chaque fois de ces digital nomades et de savoir à quoi ça ressemble. Euh, et donc le but de ce podcast, ce serait un peu de discuter de ça, de partager nos expériences, de des petits tips qu'on peut donner qui sont utiles et Mhm. puis voir si on arrive à inspirer d'autres gens passer le cap et tenter l'expérience. Ou alors, au contraire, qui réalise, mon Dieu, c'est pas du tout fait pour moi. Par quoi on veut commencer? En gros, je pense qu'il y a les deux grosses catégories qui sont déjà, est-ce que on voyage seul ou en groupe ou en couple? Et ensuite, est-ce qu'on voyage plutôt Airbnb et hôtel ou alors co-living, auberge de jeunesse, etc. Je mettrais un peu ça comme grosse catégorie. Ouais. Alors, il faut dire qu'on a tous les deux, là, actuellement, la chance de pouvoir faire ça. Effectivement, je pense qu'il y a plein de manières de le faire avec différentes personnes et tout. Euh, et je pense que si on revient à la base, ce choix de quitter un endroit où on est avec probablement des amis, de la famille et tout, pour se mettre un peu à voyager, il y a peut-être des gens qui sont dans ce cas-là, c'est un choix qui est assez difficile. Et il est facilité quand on a envie d'explorer le monde et que on a moins d'attaches et tout ça. Euh, et est-ce que tu penses que c'est possible de dire à quelqu'un s'il faut le faire ou pas sans leur dire d'essayer? Parce que au final, t'es obligé de le tenter pour voir si c'est quelque chose pour toi ou pas, je trouve. Ouais, c'est presque une question plus philosophique, surtout dans la vie. Tu vois. Est-ce que tu peux savoir comment c'est quelque chose sans l'avoir fait? Euh, ouais, c'est une question intéressante. J'ai l'impression Alors nous, que, on a fait. enfin, dans notre cas, c'était les deux, des changements de situation de vie, et on a tout d'un coup juste envie de voir le monde justement plus d'attache, et tout d'un coup, il y a l'option. Là où tu as raison, c'est que tu as plein de gens qui juste ont pas l'option. Soit ils travaillent pas à distance, ou alors ils ont des membres de la famille de laquelle ils doivent s'occuper, ou sont en couple et la personne ne veut pas voyager, ou des choses comme ça. Il y a aussi plein de choses qui juste font que c'est même pas une option. Ouais. Et si on devait, voilà, comme tu as dit, il y a plein de gens qui ne peuvent pas le faire par leur travail principalement. Maintenant, je pense que pour le reste de l'épisode, on va un peu parler de cette expérience en tant que personne dont la chance de pouvoir travailler à distance, soit parce que on a nos propres business comme nous, ou il y a d'autres gens dans mes séjours, j'ai rencontré des métiers qui m'ont étonné. Je pensais pas voir des gens qui travaillent à distance sur ces métiers-là, par exemple des avocats. Euh, Dans le marketing aussi, enfin, voilà, des freelances sur plusieurs sujets. Maintenant, on a quand même cette chance dans notre monde, et surtout post-Covid, d'avoir plus de possibilités de travail à distance. Et donc, mais ça reste, voilà, ça reste un peu la condition pour pouvoir se lancer là-dedans euh, et pour pouvoir voilà, faire ce choix de commencer à voyager. Alors, ton expérience, si on devait déjà un petit peu parler de quel type, tu parlais tout à l'heure on a tous les deux voyagé principalement en solitaire, tu peux aussi le faire en groupe, en couple et tout ça. Euh, et on n'a pas fait toutes les destinations du monde, mais on en a fait une bonne partie. Euh, Quelle est ton expérience après ces quelques mois de voyage? Oui, je pense, pour avoir commencé un petit peu plus tôt que toi, et de manière générale, moi, je commence à arriver un peu au bout de cette expérience. Genre, moi, je commence à en avoir un peu marre, je commence à être fatigué, je me réjouis d'avoir à nouveau des plantes, un poisson rouge, etc. Euh, mais bah, je pense que bah, du coup, pour avoir fait ça pour toute l'année, j'ai l'impression d'avoir vécu 5 ans en une année. Parce que, euh, en fait, le fait de jamais avoir de routine, de toujours être dans des nouvelles villes, rencontrer de nouvelles personnes, fait que le temps passe beaucoup, beaucoup plus lentement. Et je pense que le nombre d'expériences accumulées en une année est incomparable à une année où juste tu vis au même endroit, tu as les mêmes routines d'étudier ou de travailler. Donc juste ça en termes de life hack pour vivre plus longtemps, entre guillemets, ça c'est excellent. J'ai envie de dire, les rencontres sont intéressantes. Donc par exemple là, pour avoir fait plus de co-living récemment, tu rencontres plein de gens justement
bah, quand même toujours dans cette même bulle, du coup, des gens qui travaillent à distance, qui aiment voyager, qui ont tous des commitment issues d'une manière ou d'une autre. Euh, et en soi, plein de rencontres que j'ai vraiment adorées. Mais est-ce qu'il y a des gens là avec qui je vais vraiment rester en contact? Je saurais même, enfin, même pas forcément, et ça, je suis presque un peu déçu par ça. Mais je pense que c'est en fait plus général dans la vie. C'est difficile de trouver des gens vraiment à qui on a envie de, enfin, qui nous touchent et on est là, genre, waouh, ça va vraiment devenir un pote à long terme. Euh, et donc, il n'y a pas de raison Oui, pour et puis laquelle un là, on a un co-living, ouais. obstacle Ouais, et géographique. surtout, Hein. voilà, C'est-à-dire que pour on a un avoir style de une... vie, ouais. Ouais, Tu rencontres quelqu'un et 2 semaines après, tu repars, et puis voilà, voilà, c'est plus facile de former une relation avec quelqu'un qui reste dans la même ville que quelqu'un qui repart en Australie après. c'est ça. Et toi, alors, en quelques phrases, où est-ce que tu en es dans l'aventure du digital nomade? Alors écoute, c'est marrant, t'as déjà parlé des sujets principaux dont je voulais parler, donc on va y revenir. Moi, effectivement, c'est un peu plus récent, je dirais que c'est vraiment depuis mars que je fais ça, donc il y a une dizaine de mois. Euh, et je commence aussi à faire mon chemin et à sentir, j'ai jamais prévu de faire ça toute ma vie, donc je sens un petit peu je réfléchis toujours au après, comment je vivrai après. Euh, mais voilà, je pense que je suis à la moitié un peu de ma vie de nomade. J'essaie de continuer de le faire pendant une année, au maximum 2 années. Et, euh, et puis pour l'instant, bah, j'ai ressenti un peu les mêmes choses que tu disais. Je trouve que c'est, euh, il y a un compromis effectivement au niveau des relations tu ne construis pas des relations longues, des amis qui vont être là toute ta vie, comparé à si tu crées un petit peu ton cercle amical dans un endroit fixe. Mais par contre, tu rencontres plus de gens, des gens plus variés, de plus d'horizons. Et donc, je trouve qu'il y a un effet de développement personnel qui est énorme. Et en fait, je trouve que le compromis, construire ta vie versus se construire soi-même, c'est un peu ça pour moi le fait d'être nomade. C'est que enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'évolue tellement avec les nombreuses rencontres que je fais, les nombreuses expériences que je vis, euh, que je vois vraiment une valeur à être nomade comme ça. Après, cette valeur suit une courbe voilà, chaque nouveau voyage, on va dire que la valeur d'expérience et d'apprentissage est un peu moins grande que celle d'avant, mais elle est toujours là. Je suis toujours surpris chaque voyage et une expérience unique qui sera quelque chose dont je me rappellerai. Euh, donc voilà, je trouve que ça apporte quand même énormément le fait d'être nomade, même au détriment peut-être de pouvoir construire une vie un peu plus stable. Mais pour moi, le principal, c'est ce que tu disais, c'est cette histoire de temps qui s'écoule différemment. Et je suis toujours surpris à chaque voyage à quel point le temps effectivement ralentit. Et des voyages que je fais, maintenant je suis plus sur des petits voyages de un mois et demi. Euh, Ça, j'ai l'impression qu'ils durent des mois et des mois parce que effectivement, comme tu dis, tu vis tellement d'expériences, il n'y a pas de routine, c'est tellement différent que voilà, le temps vit différemment. Et ce sentiment que j'ai justement dans ces moments-là euh, je fais le maximum, c'est-à-dire que je pourrais pas faire plus dans ma vie pour être plus épanoui. C'est un sentiment qui est intéressant parce que tu parlais de commitment issue. Moi, je sens que c'est quelque chose qui m'aide aussi de me dire là, tu es en train de vivre toutes ces expériences et puis je me dirige vers, je pense, un état mental où je me dis que j'ai vécu assez de choses et vu assez de différentes, assez d'expériences pour pouvoir être plus, pouvoir m'installer plus confortablement et ne pas avoir peur d'avoir loupé des choses en quelque sorte. Faire une crise de la quarantaine en quelques années, à te dire, en fait, j'ai raté ma vie et j'aurais dû voyager plus. Exactement. Je pense que voilà, avec C'est tout ce que je fais préventif. là, voilà. Et puis alors, ouais, les genres de personnes que tu as rencontrées, enfin, là, je suis au Mexique et du coup, j'ai rencontré beaucoup plus d'Américains et j'ai l'impression que la mentalité américaine se prête vraiment bien à ce style de vie parce que c'est tellement superficiel. Enfin, tu es toujours le meilleur ami des gens que tu rencontres d'ici un jour. Euh, et, mais, ouais, je sais pas où je voulais venir avec ça. Euh, Mais ouais, enfin, du coup, c'est marrant, mais c'est aussi vraiment pathétique. Enfin, là, j'étais dans un co-living 2 semaines, et du coup, à chaque fois cette ambiance où bah, tu débarques, on devient un groupe d'amis, on vit ensemble dans cet appartement,
tout d'un coup, un groupe part, quelqu'un d'autre arrive, c'est un étranger d'abord, et ensuite tu l'intègres dans le groupe, et ensuite c'est comme, enfin, puis aussi tu as une phase de deuil quand l'ancienne personne part, qui est assez marrante comme ambiance. Ouais. Au début, c'est presque fâché contre la nouvelle personne qui débarque dans l'appartement, c'est comme si elle avait Mhm. tué l'autre, entre guillemets, enfin, symboliquement, et l'avait remplacé. Et ensuite, ça devient un nouveau pote, et ensuite, il y a le jour où toi, tu pars, et du coup, bah, les gens te disent au revoir, mais tu réalises ensuite la vie continue sans toi. Enfin, t'étais juste un... Enfin, je trouve que pour la première fois, elle fait ce truc de co-living. Et le reste, j'ai que fait des Airbnb, en fait. C'est une expérience émotionnelle vraiment intéressante. Euh, ouais, je serais que toi, t'as fait plus ça. Euh, comment t'as vécu Ouais, ça? moi j'ai fait quasiment que des co-living. Et effectivement, il y a ce côté, bah, voilà, les gens ils sont là pour une certaine durée, ils partent, il y en a d'autres qui arrivent et tout ça. Et effectivement, je vois un petit peu les sentiments que tu définis. Euh, c'est marrant parce que tu parles un petit peu de voilà, ce style de vie plutôt américain où effectivement, enfin, en tant qu'Européen, on aime bien dire que les Américains sont superficiels. Et euh, moi, notamment à San Francisco, où j'étais avec pas mal d'Américains, j'ai moins ressenti ça. C'est-à-dire que je vois effectivement le côté que les Américains, il n'y a pas cette coquille européenne et donc tu connectes assez plus rapidement. Et j'ai pas spécialement vu le revers de la médaille de, en fait, c'est pas des vraies relations. Enfin, on a dit qu'effectivement, c'était difficile de transformer ces relations en relations vraiment profondes du fait de leur durée limitée et qu'après les gens ils vont partir. Mais pour moi, c'est pas forcément lié au caractère et j'ai moins senti ça. Alors, est-ce que vraiment tu ressens ce côté un peu relation superficielle en Euh, termes de caractère? J'avais l'impression que San Francisco, c'était vraiment aussi une expérience vraiment particulière pour toi. Je sais pas si c'est représentatif de tous les co-living. Enfin, tu avais l'air vraiment complètement d'avoir passé un moment incroyable durant ce mois. C'est aussi plus long, peut-être. En Ouais. tout cas, là, ce que j'ai vu c'était un outside à Mexico City, c'est que les gens restent pour 10 jours. Et donc, c'est quand même, c'est court. Et peut-être c'est pas non plus le même type de personnes. J'imagine qu'à San Francisco, il y a plus je sais pas, un autre mindset. Mais là, on avait beaucoup voilà, je sais pas, je suis employé chez Google ou je viens de Los Angeles ou de New York. Je suis là, entre guillemets, pour des vacances. Il y avait peut-être moins cet aspect développement personnel. Je suis en train de me chercher qui je suis comme personne. Euh, Ouais, je sais Ok, pas ouais, comment tu le ouais, non, compares à d'autres co-living en Europe, ouais. alors, non, mais effectivement, il y a eu. Mais bon, moi, c'est plus la situation. Enfin, voilà. Parce que les personnes, c'est ça un peu que. Parce que c'est le côté différence Europe, Ouais, États-Unis qui est une autre question et que je trouve intéressante. Mais oui, effectivement, les endroits où je suis resté que quelques jours, bah, t'as cette relation un peu superficielle de ah, bah, on connecte, mais souvent, au bout de la semaine, c'est fini, quoi. Alors après, enfin, j'ai quand même. Je trouve que quand même les expériences peuvent être profondes, même si elles ont duré qu'une semaine. ça c'est clair. Euh, Mais voilà, il y a effectivement ce truc de. Alors moi, à San Francisco, je suis resté plus longtemps, donc effectivement, c'était une expérience un peu différente. J'ai pu développer plus de relations. Mais dans mes autres voyages, effectivement, on est sur des séjours de max une semaine au même endroit. Donc, ouais, c'est assez court, quoi. Euh, mais c'est un peu le jeu, quoi. Moi, je vois pas forcément ça comme un problème, effectivement. Non, ouais, ouais. Et alors, c'est les types de personnes que tu as rencontrées, donc c'est des Américains, tu dis employés. Ouais, donc soit des employés qui bossent à distance, des freelances. Euh, Là, les demographics étaient dans ce outside à Mexico City, on était voilà, surtout américains ou alors australiens. Pas mal de couples aussi. J'ai réalisé aussi qu'il y a plein de formes de co-living différentes. Donc outside, là, par exemple, c'est un appartement, il y a pas de réception, il y a pas de, c'est vraiment pas un hôtel. On vit ensemble, il y a une cuisine et c'est juste un gros appart, chacun sa chambre. Et c'est très très agréable. Du coup, tu as ce côté small talk qu'on a besoin dans la vie du quotidien que tu perds quand tu es dans un Airbnb. Donc au déjeuner, tu vas juste parler à la personne à côté, puis ça va pas besoin d'être très intense, mais juste voilà, tu sens que tu vis en communauté. Mais tu peux aussi te retirer dans ta chambre, vivre enfin, être dans ta bulle. Euh, et puis ensuite, outside est quand même très premium, c'est très beau, c'est très joli. Enfin, c'est des appartements où tu te sens très bien. Euh, et puis ouais, donc des employés, des freelances. Pas d'entrepreneurs ou de gens qui avaient des SaaS tant que ça. Là, c'était plutôt ouais, des employés freelance.
Ouais, moi, c'est un peu pareil. J'ai rencontré très peu d'entrepreneurs, pas mal d'employés, sur les freelances en marketing, effectivement des avocats, des développeurs, enfin, un peu plein de métiers différents. Je suis assez content parce que pour l'instant, j'ai réussi à éviter les digital nomades de Bali, coach en séduction et les trucs en pyramide, là. Mhm. Donc, pour l'instant, voilà, des rencontres assez variées, surprenantes, mais voilà, effectivement, je regrette qu'il n'y ait pas plus d'entrepreneurs, de founders, mais bon, en ayant fait San Francisco, tout paraît un peu fade après sur ce niveau-là. Euh, Et puis bon, ensuite, j'en ai quand même les gens rencontré organisent quelques-uns. ça entre eux ensuite. Enfin, ce que je réalise maintenant aussi plus en ayant quelques amis qui m'ont invité à des trucs comme ça, c'est qu'ils se louent eux-mêmes un appartement quelque part ou une villa et ils ont déjà leur propre réseau et, ça, et ils n'ont plus envie de juste rencontrer des gens au hasard. Enfin, disons, on est au bottom, au bas de la food chain des gens intelligents quand on va dans ces co-living parce que tous les autres, ils ont déjà organisé leur co-living privé, entre guillemets. Mais du coup, maintenant que j'ai réalisé Ok, aussi à quel c'est point il y a pas. différentes co-living, enfin des différences, donc en voyant le mode vraiment appartement outside, je suis allé dans un Celina qui est vraiment beaucoup plus hôtel en fait, comme ambiance. Est-ce que tu arriverais à décrire un peu les différents types de co-living et à quoi ça ressemble? Ouais, bah alors en fait, les options, si on prend de manière générale, quand on est nomade, il y a les hôtels, assez standards, les Airbnb où tu te prends ton truc tout seul, euh, les auberges de jeunesse, les hostels et les trucs un peu niche, justement, comme les outside et les Céline. Moi, bon, après, c'est une question personnelle, mais moi, en général, j'évite les hôtels et les Airbnb parce que j'ai envie de rencontrer du monde. Et si je suis en hôtel ou en Airbnb, je vais avoir tendance à voilà, me regarder un petit film et tout ça. Et enfin, je vais assez rapidement. Donc, des fois, c'est bien, j'aime bien alterner, mais sinon, je préfère aller vers des endroits où il y a des gens. Donc, les endroits où il y a des gens à rencontrer, c'est soit les auberges de jeunesse, les hostels, où là, par contre, c'est pas forcément des gens, d'ailleurs, c'est très peu des gens qui travaillent, donc il y a aussi un mode de vie, il y a un décalage qu'il va falloir gérer. Et puis, il y a ces options un peu nouvelles, comme ces chaînes d'endroits qui sont spécialisées pour les digital nomades, enfin, en quelque sorte, avec deux chaînes principales dont je t'ai parlé, Outside et Selina, on a tous les deux, on a testé les deux. Outside, effectivement, est un peu plus premium avec ses chambres privées dans des appartements souvent. Donc, je le qualifierais de plus premium, souvent plus cher, mais plus calme. Et Selina, un peu plus à mi-chemin avec une auberge où il va y avoir des dortoirs, des chambres privées aussi. Je sais pas si tu étais en chambre privée, toi, dans un Ouais, Selina. ouais, ouais. Donc, il y a assez bien, ils ont une grande gamme là-dessus en général. Euh, et puis, quand même, ce côté un petit peu auberge de rencontrer du monde. Euh, mais alors après, même dans les Célinas, j'en ai fait trois ou quatre et les ambiances changent aussi pas mal selon l'endroit, selon en fait simplement la manière dont est fait le bâtiment va beaucoup changer les dynamiques selon les espaces communs. Moi, après avoir fait un peu tout ça, mon choix préféré c'est les Célinas parce que j'aime bien le côté rencontrer du monde et en général, moi je reste dans des chambres dortoirs, ça me dérange pas. Et donc là aussi, je rencontre des gens juste dans les dortoirs comme ça et, euh, et puis dans les parties communes. Donc, moi, c'est un petit peu le compromis que j'ai préféré. Après, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent les outside parce que tu veux un peu plus d'espace. Euh, et de manière générale, quand je suis complètement en mode nomade, je vais essayer d'alterner un petit peu. Quand je suis fait un séjour Espagne et Portugal récemment, et j'ai complètement alterné des outside, des Célinas, des fois même quelques nuits dans un Airbnb, une chambre d'hôtel. Voilà. Et donc, j'aime bien alterner au fil de mes envies de avoir un peu plus de temps perso ou au contraire avoir envie de rencontrer beaucoup de monde. J'ai fait étonnamment quand même pas mal d'auberges. J'arrive assez bien à gérer ce décalage et j'aime bien le fait aussi de rencontrer des gens qui sont là juste pour faire la fête et tout. Euh, ça me plaît aussi, mais voilà, c'est un peu particulier, il faut arriver à le gérer, quoi. Justement, j'ai fait un Célina, vu que t'avais vraiment parlé hautement de Célina, à quel point tu avais aimé ça. Je pense qu'en tout cas, je réalise à quel point ça change aussi d'un bâtiment à un autre. Là, ce qui m'avait par exemple un peu surpris, c'est qu'à quel point il y a plus ce sentiment d'intimité ou de communauté, parce que c'est tellement grand, enfin, tu reconnais pas les gens, tu vas jamais, enfin, tu vas même pas te présenter à tout le monde parce qu'il y a, je sais pas, 50 personnes dans le Célina, un truc comme ça. Et que du coup, alors que dans l'outside, on est 5-6, donc forcément, dès que tu vois quelqu'un dans l'appartement, on va parler. Euh,
Mais c'est vrai que j'ai pas tenté les chambres partagées. Et ça peut peut-être retrouver ce feeling plus intime d'être 4-5 dans une chambre. Euh, mais ouais, Ouais, aussi vraiment après, surpris voilà, à je te quel dis, point moi, ça change ouais, d'un endroit à un autre. ça dépend beaucoup. Moi, mon Selina préféré de tous les temps, c'est le premier que j'ai fait, qui est au Portugal, à la Péniche, qui est, je trouve, incroyable. Pour l'instant, c'est le meilleur endroit parce qu'il y avait tout, il y a vraiment tout ce que tu veux. Le Selina de Londres que j'ai fait, j'étais un peu plus déçu, mais c'est principalement parce que c'était plus l'hiver, il y avait moins de monde. Il était assez petit, mais voilà, il n'y avait pas trop d'ambiance et tout ça. Quelque chose que beaucoup, par exemple, je trouve, c'est quand il y a des cuisines euh, qui sont utilisées. Là, c'est un endroit où bah, tu vois quelqu'un cuisiner, tu parles, quoi. Donc, ça, Ouais. je trouve ça cool. À Londres, par exemple, la cuisine, il y en avait une, mais elle n'était jamais utilisée. Donc, au final, voilà, c'était plus en mode hôtel. Euh, et Ouais, c'est un peu le donc, ça feeling que dépend, j'ai ici effectivement. au Mexique aussi. C'est vraiment plus un hôtel en fait qu'un co-living. Et c'est là qu'on réalise, enfin, les architectes d'intérieur, c'est un travail vraiment fascinant. Et ils peuvent Mm. avoir un énorme impact. Ouais. Bon, les architectes tout court, hein. Même, Ouais, c'est vrai. faire des couloirs d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Et je crois que j'ai un peu sous-estimé ça. Intéressant. D'autres expériences encore? Alors, Enfin, ouais, ou qu'est-ce que tu vas faire différemment à partir de maintenant? Qu'est-ce que tu as appris de ces premiers mois Enfin, ouais, c'est quoi la différence entre quand on commence à être digital nomade et quand on a 10 mois d'expérience dans le sac et qu'on les erreurs de débutant qu'on fait plus? je pense qu'on peut en faire moins, mais après, il y a toujours un aspect découverte qu'on va pas trop gérer. Mais par exemple, connaître maintenant les endroits qu'on aime bien, comme type de logement et tout, bah, ça aide beaucoup quand on voyage. Moi, je suis assez flexible et j'aime à peu près tout, mais par contre, j'ai identifié que par exemple, dans les auberges de jeunesse, les hostels, il y a clairement différents types de hostels. Il y en a qui sont vraiment faits pour faire la fête, avec une population plus jeune. Il y en a qui sont plus posés et tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est à différencier, juste avoir les photos et leur manière d'écrire ces catégories d'hostels. Euh, Comme ça permet d'éviter les hostels qui sont trop tournés vers la fête, avec un public trop jeune, où là, c'est un peu difficile quand même de gérer le décalage. J'ai trouvé un peu une manière d'identifier des hostels qui sont plus calmes et plus posés, qui me plaisent plus. Euh, donc, les logements, je pense que c'est un truc, on apprend un petit peu à voilà, voir ce qui va nous convenir ou pas. Les transports, mais alors ça, les transports, ça dépend aussi un peu de chaque voyage, mais apprendre un petit peu à bah, s'y prendre au bon moment pour que, ok, demain je dois prendre un bus ou des trucs comme ça, enfin un peu la logistique d'organisation, je trouve qu'on apprend un petit peu à ce niveau-là. Euh, et après, après, ça dépend beaucoup de chaque voyage, quoi. Euh, Est-ce que toi, maintenant, tu te sens prêt, t'as appris des trucs? Hum, j'ai été surpris par les fuseaux horaires. Je pense qu'une des morales de l'histoire, c'est aussi la Terre est vraiment très très grande. Et là, typiquement, je me retrouve à faire des appels avec l'Inde et avec le Mexicain, donc on a 12 heures de décalage. Et donc ça fait que tout d'un coup, il faut faire des appels à 10 heures du soir pour être dans les heures de travail des gens en Inde. Et ça, je l'avais pas vu venir. Euh, et quand même, enfin, faut que je l'essaye quand même une fois de faire des chambres partagées, mais j'ai l'impression que j'aime avoir mon intimité, d'avoir ma bulle, ma salle de bain privée, ma chambre privée où je peux un peu être, enfin, de pouvoir avoir le moment social, mais pouvoir me réfugier aussi dans un endroit qui est à moi. Ça, j'ai l'impression que c'est important, surtout quand on le voyage longtemps. Oui, Euh, complètement. ouais. Faut Autre trouver, truc, c'est de, faut s'écouter. ouais. Autre truc, c'est de jamais mettre des bagages en soute et de voyager avec le bagage avec soi. Là, je le vois avec ma famille qui se retrouve sans bagage parce que voilà, le bagage est resté à Charles de Gaulle, euh, Attends, ça t'est arrivé à toi ou à mon frère et à ma mère. D'accord. Euh, et ça, c'est pénible. Et c'est tellement facile d'avoir un sac à dos et de le garder avec soi. Donc ça, c'est une petite recommandation. Euh, ouais, et sinon, peut-être un autre sujet ce serait un peu de parler des highlights, des villes qu'on a le plus aimées ou qu'on recommande vraiment à visiter. Qu'est-ce que tu penses? Ou est-ce que tu as un autre sujet que tu aimerais aborder? Non, ça c'est bien. Alors je pense que tu as plus d'expérience là-dessus que moi, donc tu vas pouvoir plus en parler. Euh, Moi, dans les destinations que j'ai visitées, San Francisco, c'est un truc spécial qu'il faut voir, je trouve, si on est dans le milieu de l'entrepreneuriat, ça, c'est sûr.
Ouais, c'est un gros Euh, if quand même. et Enfin, je pense qu'on est dans cette bulle-là. Il y a plein de digital nomades que j'ai rencontrés qui sont pas là-dedans. Mais ouais, si on est dans les startups, qu'on a envie de créer une oui, entreprise, voilà, c'est si on est, indiscutable. ouais, Ouais. si on a intérêt dans les startups. Et là, Euh, tirer où? Tirer dans après, quel voilà. co-living, Airbnb à San Ah, Francisco? quand j'y retourne, je sais pas encore. Mais sûrement un mix encore, on verra. Euh, alors moi, le Mexique et l'Amérique du Sud m'intéressent beaucoup. Je ne vais plus trop le voir. Je vais le faire l'année prochaine. Le reste de mes voyages que j'ai fait ont tourné autour de l'Europe parce que on pourra, ouais, on pourra peut-être en faire aussi un petit point. Mais moi, je voulais aussi pouvoir essayer de voyager sans prendre l'avion. Donc en voyant un petit peu les endroits autour disponibles en Europe et le Portugal est un endroit qui m'a beaucoup plu. Alors un peu, c'est pas non plus super simple d'y aller sans prendre l'avion, hein. Il y a beaucoup de bus ou de trains ou alors faut faire de la voiture. Moi j'ai fait du covoiturage. Euh, mais comme destination pas trop loin de, par exemple, la France en Europe, le Portugal, ça a été un gros coup de cœur. Et je vais sûrement retourner là-bas l'année prochaine, voire m'y installer à temps plein quand je vais finir d'être un nomade. Excellent. Ouais, bah, j'ai été à Lisbonne et à Porto, j'ai pas encore été à Peniche, mais effectivement, aussi un endroit que j'aime énormément en termes de qualité de vie et de prix. Moi, j'ai vraiment là un gros coup de cœur pour Mexico City. J'ai l'impression qu'en Europe, il y a un peu, on a un peu peur du Mexique. Et en fait, en particulier ces quartiers un peu plus bobos ça s'appelle La Condesa ou Roma Norte. C'est des quartiers, mais c'est pas des quartiers dans le sens quartier européen, c'est des villes entières en fait. Tu peux marcher des heures dans chaque direction et tu es toujours dans le quartier. Et c'est tout vert, c'est tout joli, c'est rempli de cafés incroyables. Moi qui aime beaucoup danser, il y a des cours de danse partout. Euh, et c'est rempli du coup d'Américains et aussi de locaux. Enfin, ouais, Mexico City, autant souvent on a peur de ces grosses villes, on se dit mon Dieu, ça va être invivable. Et en fait, c'est vraiment très agréable comme ville à vivre. Pareil pour Londres, surtout un peu la partie, le nord de Londres, enfin, centre-ville, mais côté nord, Angel et tout ça. Je trouve que c'est une zone qui est hyper agréable à vivre aussi, et très jolie. Cher, évidemment, donc je pense que c'est moins pour rester des mois. Euh, Bali, c'est cliché, mais je pense que si on prend l'avion et qu'on se retrouve par là-bas, ça vaut la peine. Et puis en Europe, sinon l'Italie, je pense que c'est moins du coup pour rencontrer des gens dans les startups et tout ça, mais en termes de qualité de vie, surtout en automne, printemps, si on veut fuir un peu le froid de la France ou de la Suisse, euh, c'est vraiment incroyable. Et il y a quand même tout ce qu'il faut, il y a du bon Wi-Fi, il y a quand même des expats, donc on n'est pas que avec des Italiens. Donc typiquement Florence, Turin. Peut-être pas les grosses villes, j'éviterais peut-être Milan ou Rome, c'est quand même ça, ça devient un peu stress. Vienne, une autre ville que je trouve vraiment incroyable, où on peut passer des longs moments. Euh, Ouais, et puis ça remplit déjà une demi-année de voyage, hein. Mine de rien. Il y a de quoi faire, ouais. Le monde est grand. Non, c'est vraiment impressionnant. Ça me surprend encore. L'Asie du Sud-Est, effectivement, m'intéresse aussi. Je n'ai pas encore eu la chance d'y aller. Asie du Sud-Est et Amérique du Sud, pour moi, c'est les deux grands voyages que j'ai envie de faire avant de me poser. Ah oui, donc on est encore parti pour un petit moment de voyage. Ouais, ouais. Bah, justement, je vais essayer de faire ce grand voyage de moi, bah, je vais essayer de faire 6 mois, quelque chose comme ça, Ouais. pour voir Mexique. Alors moi aussi, je guide pas mal mes voyages selon le surf, qui est un peu ma passion. Donc il y a pas mal d'endroits là-bas que j'ai envie de voir. Mais Amérique du Sud, beaucoup, et Mexique, et Amérique centrale et Mexique, j'ai eu beaucoup de bons retours. Argentine, j'ai eu des retours un peu moins bons, mais peut-être que ça va s'améliorer ou s'empirer, on verra en fonction de ce qui se passe là-bas. Mais par contre, il paraît que la nature est vraiment incroyable aussi. Donc la morale, c'est quoi? Et C'est clairement une bonne idée. On est content d'avoir fait le pas. C'est des expériences bah, incroyables. écoute, Peut-être encore ouais. sur les finances, j'ai été surpris à quel point c'est relativement pas cher, en tout cas pour un style de vie suisse. En comparaison, je trouve, de voyager, il y a peut-être 1500, 2000 par mois qui partent en loyer, en guillemets, d'hôtel, d'Airbnb, de co-living, et ensuite un petit 500 à 1000 qui partent en tout le reste. Euh,
Et donc se dire qu'avec 3 000 € par mois, on peut en fait être un voyageur à vie très confortable, je pense qu'on peut le faire avec beaucoup moins d'argent. Euh, ouais, dépenser là-dessus sur l'aspect Oui, alors là, financier. ça dépend beaucoup des pays, effectivement. L'Amérique du Sud, c'est bien pour ça. Le Portugal est pas très cher, mais voilà, encore une fois. En fait, surtout le loyer. Le loyer, l'argent, si on met bout à bout tous les logements, il faut quand même faire un petit peu gaffe et on arrive facilement quand même à mettre beaucoup d'argent. Bon, voilà, après, c'est normal. C'est comme si on comptait le budget loyer et voyage en même temps. Donc, effectivement, comparé à la Suisse, je trouve que ça s'équivaut. Euh, c'est sûr que voilà, il y a une qualité de vie de voyage, mais après, pas tout le monde a le référentiel suisse. C'est clair. C'est clair. Ouais, je pense que c'est aussi intéressant de réaliser que bah, la plupart des gens qui font ça ont quand même des finances confortables. Justement, pas mal des Américains qui sont payés 100 000 plus par année. euh, et pour qui c'est du coup super simple d'aller au Mexique. C'est vrai que parce que si on est en France avec un salaire de 2005 par mois, c'est plus tendu de faire ça. Ouais. Bah, je pense que c'est pas forcément qu'une question financière, c'est aussi que les, 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 les boulots qui donnent l'occasion de travailler à distance, en général, sont mieux payés. Et après, j'ai rencontré des gens voilà, enfin, typiquement, il y a aussi le mode de vie australien qui est je gagne un peu d'argent, je pars un an, je reviens, je bosse, je repars. Donc, il y avait des plusieurs manières de le faire aussi. Ou alors trouver des boulots un petit peu là où on est. Mais effectivement, pour économiser un peu, il faut passer plus de temps au même endroit en fait. C'est vrai que Ouais, si tu arrives à passer un mois au même endroit, tu vas pouvoir avoir un logement qui est moins cher, tu vas pouvoir un peu de ça. Plus tu bouges, j'ai l'impression, plus c'est cher. ouais. Excellent. Mot de la fin, mais tu veux encore parler du fait de voler ou de prendre le train? Bon, ça, c'est des préférences personnelles, hein. Moi, j'essaie effectivement de faire au maximum avec le train. On a la chance en Europe d'avoir pas mal euh, des bons trains. Alors, c'est pas forcément de partout, mais quand même. J'ai même un ami récemment qui a fait Suisse-Thaïlande en train Ah oui. et qui m'assure que c'est possible de bosser sur ce voyage. Alors, je le crois pas trop là-dessus. Lui, il bossait pas, il était en voyage. Euh, Tu c'est vrai sais que l'itinéraire? Parce que jusqu'à la Turquie, je vois, et ensuite, ça devient flou. ouais, alors ensuite, c'est la partie compliquée. Il devait passer en Iran, mais finalement, il a dû contourner. Il est allé au Myanmar, où il venait de réouvrir les frontières. Il est passé par le sud. En fait, son trajet initial, c'était de passer par la Russie, mais il y a eu la guerre. Mais pour le faire, je crois que ce qu'il m'a dit, c'est que pour le faire le plus simplement, maintenant que les frontières sont réouvertes avec la Russie, c'est de faire transsibérien, traverser la Russie, aller en Chine et en Chine descendre. Parce qu'en fait, Russie et Chine, ils ont des bons réseaux. Si tu veux passer par les pays du Sud, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est en Il y a plus, ouais. beaucoup de frontières, beaucoup de. Donc, mais je crois que si tu le fais avec le transsibérien et que tu traverses après la Chine, tu peux en quasiment une semaine, même moins, beaucoup de trajets, mais tu peux être à Hanoï. Ça doit être une aventure aussi. Mm. Excellent. Alors, mot de la fin, qu'est-ce qu'on tire de cette expérience? Je trouve que moi, bah, comme on a dit au début, c'est une expérience incroyable qui, si on a la chance de pouvoir le faire, je trouve, aide beaucoup à se développer, à se trouver soi-même voilà, je conseillerais, si une personne est dans la situation où elle a l'occasion de le faire et elle hésite, je conseillerais vraiment de le faire parce que c'est quelque chose qui, je pense, aide beaucoup pour aussi le reste de sa vie, être confortable et d'avoir fait toutes ces choses-là tant qu'on a pu les faire. Et puis, Et il n'y a pas puis, forcément. voilà. Ouais, vas-y. Et puis, c'est pas, on se dit, on a toujours l'impression que ça va être compliqué, toujours moins compliqué que ce que c'est. Ouais, est-ce que je voulais dire encore, il n'y a pas besoin de se jeter à l'eau complètement, de rendre son appartement et de vendre tous ses meubles. On peut aussi choisir, voilà, partir quelque part pour un mois et voir si ça nous plaît. Et ensuite, enfin, il y a plein de gens qui font ça aussi, qui commencent progressivement. Euh, ouais. Et Ouais, moi, ouais, c'est un peu ce que je fais. Moi, j'ai vendu mon appart, mais j'ai cette maison familiale qui me permet de, entre les voyages, revenir à la maison familiale. Et pour l'instant, ça m'aide un petit peu aussi à avoir ce mélange de se jeter dans le vide et
se retrouver un peu. qui est important quand même. Très bien, et ben on espère qu'on vous aura inspiré un petit peu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vraiment, la section des commentaires est là pour ça.